Le premier signe indiquant que quelque chose n'allait pas à St. Mary Mead n'était pas le cri qui retentit plus tard, ni même la petite foule qui s'était rassemblée près de la huée du presbytère, mais le fait que l'horloge de l'église sonna 2 fois 9 heures et que personne ne le remarqua. Mademoiselle Jane Marple, assise près de la fenêtre de son salon, une pelote de laine bleu pâle glissant rythmiquement entre ses doigts, le remarqua immédiatement. Elle le remarquait toujours. Les horloges, comme les gens, se trompaient rarement sans raison. Elle s'interrompit, leva son aiguille et laissa son regard se poser sur la verdure au-delà de la vitre, sur la ruelle qui serpentait poliment entre les cottages, sur la haie taillée avec une minutie consciencieuse, sur l'illusion d'ordre que St. Mary Mead arborait aussi naturellement qu'un chapeau du dimanche. C'est Madame Harper qui troubla l'atmosphère, même si elle ne le savait pas encore. Elle passa devant le portail de Mademoiselle Marple avec une urgence qui ne correspondait pas à son caractère habituel, ses chaussures pratiques frappant le trottoir avec une détermination qui suggérait un but plutôt qu'un exercice physique. Elle ne regarda ni à gauche ni à droite. Elle ne fit pas signe de la main. Mademoiselle Marple reprit son tricot. La décence, réfléchit-elle doucement, se précipite souvent lorsqu'elle aura quelque chose à cacher. À 9h30, le village s'était adapté à la perturbation sans encore la nommer. Les rideaux bougeaient. Le facteur s'attardait plus longtemps que nécessaire à la boîte aux lettres du coin. Le garçon du boucher oublia 2 fois sa course. Tout cela se produisit avant que quiconque ne dise un mot. Le presbytère se trouvait au centre de ces subtiles perturbations, digne et discret derrière sa haie d'aubépines en fleurs. C'est là que le bruit finit par se faire entendre. Un cri aigu et involontaire, rapidement étouffé, comme si même l'horreur avait ses manières à St. Mary Mead. Mademoiselle Marple ne se leva pas tout de suite. Elle termina la rangée sur laquelle elle travaillait, rangea soigneusement la laine et posa ses aiguilles. Puis elle se leva, redressa son cardigan et prit son chapeau. Elle avait pour habitude de ne jamais arriver la première sur les lieux. On en apprenait tellement plus en arrivant 2e ou 3e. Dehors, le village commençait à s'agiter. Madame Bantry était déjà à mi-chemin dans l'allée, le visage animé par un sentiment d'utilité. Le docteur Haydock sortit de son cabinet, son chapeau à la main et un froncement de sourcils professionnel qui masquait sa curiosité. La femme du vicaire se tenait près du portail, l'air indécis, lissant sa jupe encore et encore, comme si les plis étaient soudainement devenus un défaut moral. Mademoiselle Marple les rejoignit avec un sourire doux et une remarque sur le temps. « C'est une si belle matinée, dit-elle. On ne s'attend guère à des ennuis. » Madame Bantry eut un petit rire trop, rapide. Les problèmes ont toujours tendance à surgir au mauvais moment. Ils furent admis dans le hall du presbytère où l'air semblait étrangement comprimé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Sur la petite table près de la porte se trouvait un plateau en argent, avec une théière, 3 tasses et une assiette de biscuits. Une tasse était couchée sur le côté, une fine tache brune s'étalant comme un point d'interrogation sur le linge. Mademoiselle Marple le remarqua immédiatement. C'était Madame Grafton, dit la femme du vicaire, d'un ton prudent réservé aux choses que l'on ne souhaite pas encore croire. Dans le bureau, elle est morte. Il y eut un moment de silence collectif, pendant lequel chacun mesura silencieusement sa réaction par rapport à ce qu'exigeait la décence. Le choc, bien sûr, la tristesse, bien sûr, mais pas l'hystérie, pas à St. Mary Mead. Après tout, Madame Grafton était l'incarnation même de la bienséance. Veuve, fortunée, elle vivait dans le village depuis près de 10 ans et contribuait généreusement à la réfection du toit de l'église, au fonds scolaire et à la fête annuelle. Elle s'habillait de couleurs neutres et parlait avec gentillesse. Elle se souvenait des anniversaires. Bref, elle était au-dessus de tout soupçon. Mademoiselle Marple sentit une légère tension derrière ses yeux. Ils trouvèrent Madame Grafton dans son bureau, assise à son bureau comme si elle avait été interrompue en plein milieu d'une réflexion. Sa tête était légèrement penchée sur le côté, son expression calme, presque sereine. Seule son immobilité inhabituelle la trahissait. Le docteur Haydock s'agenouilla à côté d'elle, ses gestes efficaces et respectueux. Il leva les yeux après un moment et secoua la tête. « Elle est partie, » dit-il doucement. Le bureau était impeccable. Les papiers étaient alignés, le buvard était centré. Un vase de jonquilles fraîches était posé près de la fenêtre, leurs têtes jaunes penchées comme si elles conversaient entre elles. Sur la cheminée, une rangée de photos encadrées, nièces, neveux, enfants souriants, observaient la scène avec une approbation indifférente. Mademoiselle Marple observa tout cela avec la même attention bienveillante qu'elle aurait accordée à une kermesse paroissiale.
Son regard s'attarda sur de petits détails, la chaise qui avait été repoussée un peu trop loin, la tasse de thé manquante sur le plateau, la légère éraflure sur le tapis près de la porte, comme si quelqu'un avait hésité à cet endroit. « Elle était tellement honnête !» murmura madame Bantry, comme si l'honnêteté était désormais une forme de preuve. « Oui !» acquiesça doucement mademoiselle Marple, « elle l'était. » La police arriva avec une rapidité louable, sa présence à la fois rassurante et légèrement perturbante. Des questions furent posées, des déclarations furent recueillies. Le presbytère se remplit du murmure, discret des autorités qui faisèrent de leur mieux pour se faire discrètes. Mademoiselle Marple s'assit dans un coin, les mains jointes, écoutant. Il apparut que madame Grafton avait invité madame Harper à prendre le thé ce matin-là, que madame Harper était partie précipitamment, pâle et bouleversée, que personne d'autre n'était connu pour avoir été dans la maison. Ces faits s'assemblaient en un récit avec une facilité gratifiante. Madame Harper, interrogée avec douceur, protesta de son innocence avec des larmes et des tremblements qui convainquirent tout le monde, sauf mademoiselle Marple. Ce n'était pas que mademoiselle Marple doutait de la sincérité de sa détresse. Bien au contraire, elle avait connu beaucoup de femmes qui pleuraient, non pas parce qu'elles étaient hommes coupables, mais parce qu'elles avaient peur d'être vues, d'être mal jugées, de voir la surface lisse de leur vie perturbée. La décence, pensa-t-elle à nouveau, pouvait être un déguisement très efficace. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le village commença à parler plus librement. Les spéculations fleurissaient avec l'enthousiasme de roses bien entretenues. De vieilles querelles étaient remémorées. De petites offenses étaient amplifiées. Tout le monde avait une théorie, et la plupart d'entre elles étaient d'une simplicité réconfortante. Mademoiselle Marple ne disait pas grand-chose. Elle se retrouva une fois de plus debout près de la porte du bureau, regardant à l'intérieur. Les jonquilles reflétaient à la lumière, leur couleur presque agressivement joyeuse. Sur le bureau se trouvait une seule feuille de papier, à moitié écrite, le stylo tombé à côté. Mademoiselle Marple se pencha, ses yeux perçants malgré leur douceur bleue. La décence était souvent louée, réfléchit-elle, parce qu'elle rassurait les gens. Elle leur permettait de ne plus regarder de trop près. Elle suggérait que l'on pouvait se fier aux apparences. Elle se redressa et se détourna, l'air aussi placide que jamais. Dehors, l'horloge de l'église sonna 10 heures, une seule fois cette fois-ci. Le son de l'horloge semblait encore flotter dans l'air lorsque mademoiselle Marple descendit l'allée du presbytère, le gravier craquant avec une douceur délibérée sous ses chaussures pratiques. Le ciel n'avait pas changé. La lumière restait obligeamment vive, le genre de matinée qui rendait la tragédie impertinente. À la porte, madame Bantry s'arrêta, la main sur la poignée, comme si elle ne voulait pas être la première à partir ni la dernière à savoir. La bouche du docteur Haydock était pincée, signe d'une retenue professionnelle, mais son regard était déjà ailleurs, évaluant le village, calculant la fièvre inévitable des ragots qui se répandraient plus vite que n'importe quelle infection. « C'est affreux !» dit madame Bantry, et sa voix trahissait une légère satisfaction d'avoir trouvé le mot juste. « Pauvre femme, et au presbytère en plus, on a toujours l'impression, dit-elle à voix basse, que c'est comme une tache sur la nappe. » Mademoiselle Marple sourit. « Une nappe peut être lavée, dit-elle doucement, mais les gens se souviennent de la forme de la tache. » Madame Bantry la regarda d'un air sévère, puis rit comme s'il s'agissait simplement d'une remarque pittoresque. Ils se mirent en route, pas exactement ensemble, mais dans la formation lâche de ceux qui traversent un choc commun avec un sentiment d'appartenance. Déjà, de l'autre côté de la ruelle, des visages apparaissaient aux fenêtres, avec une désinvolture exagérée. Une femme qui étendait du linge s'arrêta, une pince à linge suspendue en l'air. Un enfant fut rappelé dans une entrée avec une sévérité inutile. Même les haies semblaient se pencher. Au coin de la rue, madame Price Ridley apparut comme si elle avait attendu le moment précis où elle obtiendrait le maximum d'informations. « Ma chère, soupira-t-elle en joignant les mains dans une posture d'avidité douloureuse. Est-ce vrai? J'ai entendu quelque chose. On ne sait jamais quoi croire, sauf que c'était madame Grafton. Madame Grafton. » Madame Bantry leva le menton. « C'est tout à fait vrai, dit-elle avec la solennité exercée de quelqu'un qui avait été présent au cœur de l'événement. Le docteur Haydock l'a vu. Pauvre créature. » Les yeux de madame Price Ridley passèrent d'un visage à l'autre, à la recherche du détail qui transformerait la tragédie en récit. Mais comment? Sûrement pas. Elle ne termina pas sa phrase, car à St. Mary Mead, il n'y avait qu'un nombre limité de fins acceptables pour une phrase qui commençait ainsi. « La police est là-bas, dit madame Bantry. L'inspecteur Slack, je crois. »« Oh !
Madame Price Ridley semblait légèrement déçue. La police, comme la pluie lors d'un pique-nique, était nécessaire mais gênante. Et Madame Harper, je l'ai vue marcher assez vite tout à l'heure, on n'aime pas dire quoi que ce soit, bien sûr, elle a toujours été si anxieuse, compléta doucement mademoiselle Marple. Oui, Madame Price Ridley saisit l'occasion. C'est exactement ça, anxieuse, presque comme si elle attendait quelque chose. Mais les gens honnêtes peuvent être anxieux, n'est-ce pas? Surtout quand ils ont connu des déceptions. Mademoiselle Marple posa son regard sur elle. Certaines déceptions, dit-elle, ne sont que des secrets qui commencent à être dévoilés. Elles laissèrent Madame Price Ridley derrière elle, qui tournait déjà la tête pour trouver son prochain interlocuteur. Alors que mademoiselle Marple s'approchait de son propre portail, elle vit que Madame Harper était là, debout, dos à la rue, comme si elle ne supportait pas de voir le village la regarder. Son chapeau était de travers, elle avait perdu ses gants, et ses mains tripotaient la bandoulière de son sac à main, avec un désespoir tel que le cuir craquait. Quand elle vit mademoiselle Marple, elle tressaillit, puis essaya d'arborer un visage acceptable. « Oh, mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix faible, je ne savais pas où aller. »« Entrez, ma chère, dit mademoiselle Marple. Il fait beaucoup trop clair ici pour une détresse privée. » À l'intérieur, le salon était plus sombre, ordonné, réconfortant par sa petite taille. Mademoiselle Marple se dirigea vers la bouilloire avec l'aisance tranquille de quelqu'un qui a appris que les gens confessent plus facilement lorsqu'on leur offre du thé. Madame Harper se percha sur le bord d'une chaise, comme si elle avait peur de laisser une empreinte. « Je n'ai rien fait, » dit-elle brusquement, avant même que la théière ne soit chaude. « Je n'ai rien fait. Elle était vivante quand je suis partie. »« J'en suis sûre, » dit mademoiselle Marple, non pas pour la rassurer, mais comme une affirmation. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Les yeux de madame Harper se remplirent de larmes. « Elle m'a demandé de venir, c'est tout, juste pour... Oh, prendre le thé. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. » Sa voix se brisa. Elle était si gentille à ce sujet. C'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. « En quoi était-elle gentille ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Harper secoua violemment la tête. « Je ne peux pas le dire. Ce n'est pas méchant, du moins je ne le pensais pas. Mais elle parlait comme si elle me rendait service, comme si elle pouvait être généreuse avec quelque chose qui ne lui appartenait pas. » Mademoiselle Marple versa de l'eau dans la théière. Le bruit était régulier, domestique. « Vous a-t-elle menacé ?» demanda mademoiselle Marple. « Non, pas avec des mots. » Madame Harper entrelaça ses doigts. Elle était correcte. C'est ce qui était terrible. Elle souriait. Elle me touchait la main. Elle parlait de pardon. Et pendant tout ce temps, elle me tenait sous son emprise comme un voile de dentelle, si joli qu'on ne remarque presque pas qu'on est en train d'étouffer. Mademoiselle Marple s'assit en face d'elle, les mains jointes, le regard bienveillant. « La décence, dit-elle doucement, peut être un instrument très tranchant. Les gens s'en servent pour blesser sans en avoir l'air. » Madame Harper respirait rapidement. « Elle avait une lettre, murmura-t-elle, sur le bureau. Elle me l'a montrée. Elle concernait... » Sa gorge se serra. Elle concernait mon mari et l'argent. Le regard de mademoiselle Marple ne changea pas. Mais quelque chose dans son attention s'aiguisa, presque imperceptiblement, comme le resserrement d'un fil. Madame Grafton a suggéré, continua madame Harper, qu'elle pouvait rendre les choses plus faciles, pour nous, si seulement j'étais raisonnable. Elle a dit qu'elle admirait la sensibilité. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que j'étais une femme honnête. « Et vous ?» demanda mademoiselle Marple. Le visage de madame Harper se décomposa. J'étais furieuse, mais je ne pouvais pas le montrer, pas avec elle qui me regardait comme ça, comme si je devais lui être reconnaissante. J'ai dit quelque chose de cinglant, je ne me souviens plus exactement quoi. Elle pressa ses paumes contre ses yeux. Et puis je suis partie. Je suis partie rapidement parce que j'avais peur de faire quelque chose d'impardonnable. La voix de mademoiselle Marple resta douce. « Quand vous êtes partie, avez-vous vu quelqu'un » Madame Harper hésita. « Non, j'ai entendu un bruit dans le couloir, comme si quelqu'un bougeait. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien, seulement le plateau à thé. La tasse a vacillé et je l'ai rattrapée. Je me souviens avoir pensé que c'était ridicule de s'inquiéter de renverser du thé alors que... Mademoiselle Marple acquiesça, comme si elle notait un détail. Dehors, une porte claqua quelque part dans la ruelle, et madame Harper sursauta.
Ils vont me blâmer, murmura-t-elle, parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas à ma place. Je m'efforce tellement d'être correcte. Et maintenant, ils vont dire que j'ai craqué. Mademoiselle Marple tendit la main et lui tapota la main. Un geste ordinaire, banal, mais pourtant parfaitement approprié. « Ma chère, dit-elle, le village dira tout ce qui lui permettra de dormir la nuit. Mais la vérité a ses propres habitudes, et elle laisse presque toujours des traces derrière elle. » Mademoiselle Marple resta debout, la main de Madame Harper toujours légèrement sous la sienne, sa chaleur s'attardant un peu plus longtemps que ne l'exigeait la courtoisie. Dehors, le claquement lointain de la porte se fondit dans le bruit ordinaire du village. Des pas, une sonnette de vélo, le bourdonnement sourd d'une vie déterminée à continuer. Elle relâcha doucement Madame Harper et se leva. « Vous allez rester ici un petit moment, dit Mademoiselle Marple. Prenez d'abord le thé. Il ne faut jamais essayer de surmonter sa peur l'estomac vide. » Madame Harper acquiesça, les yeux fixés sur le tapis comme s'il risquait de bouger sous ses pieds. Mademoiselle Marple se dirigea vers le buffet, ses mouvements économes et précis. La bouilloire siffla. Les tasses furent disposées. Les biscuits furent arrangés. La décence, pensa-t-elle, avait sa propre chorégraphie, comme il était rassurant de l'exécuter correctement. Lorsque Mademoiselle Marple revint à table, les mains de Madame Harper avaient cessé de trembler. C'était déjà quelque chose. Cela suggérait que la crise avait atteint un plateau. Les gens confondèrent de souvent cela avec une résolution. « L'inspecteur Slack va vous appeler, » dit Mademoiselle Marple. « Il est minutieux à sa manière. » Madame Harper tressaillit. « Est-ce qu'il me croira ?»« Il croira ce qui lui semble plausible, » répondit Mademoiselle Marple. « Et pour l'instant, ce qui vous semble plausible, c'est vous. » Madame Harper déglutit. « Parce que j'étais là. »« Parce que vous étiez là, » acquiesça Mademoiselle Marple, « et parce que vous êtes nerveuse, et parce que vous ne correspondez pas à l'idée que le village se fait de l'innocence. Les idées peuvent être très persuasives. » On frappa à la porte d'un geste ferme et officiel. Mademoiselle Marple ne sembla pas surprise. Elle se leva, lissa son cardigan et alla ouvrir à l'inspecteur Slack, dont la carrure imposante remplissait l'embrasure de la porte d'un air de confiance et de pragmatisme. « Mademoiselle Marple, dit-il en soulevant son chapeau, désolé de vous déranger. »« Pas de problème, répondit-elle. Les ennuis semblent être à l'ordre du jour. » Il entra, ses yeux scrutant déjà la pièce. Madame Harper se leva à moitié de sa chaise, puis se rassit, comme si elle ne savait pas quelle posture adopter pour montrer sa coopération. L'inspecteur Slack s'adressa à elle d'un ton vif, mais sans méchanceté. « Madame Harper, n'est-ce pas? Je crois comprendre que vous étiez avec Madame Grafton peu avant sa mort. »« Oui, répondit Madame Harper, sa voix tremblait, mais elle se retint. Je l'ai laissée en vie. » L'inspecteur Slack prit note. « Et vous vous êtes disputé. » Madame Harper serra les doigts autour de sa tasse. Nous étions en désaccord. L'inspecteur Slack hocha la tête, comme si les désaccords étaient une monnaie qu'il comprenait bien. « À propos de quoi ?» Madame Harper hésita, jetant un coup d'œil à Mademoiselle Marple, qui la regarda calmement dans les yeux. « À propos d'argent, » répondit Madame Harper. « À propos de quelque chose de privé. » Le crayon de l'inspecteur Slack s'arrêta, puis se remit à bouger. « Assez privé pour provoquer une dispute. »« Oui. Et vous êtes parti dans un état de détresse. »« Oui. » Le regard de l'inspecteur Slack s'attarda sur son visage, l'évaluant, le pesant. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans la maison ?»« Non, seulement... » Elle s'interrompit. Les yeux de l'inspecteur Slack s'aiguisèrent. « Seulement quoi ? Il y a eu un bruit, dit-elle à contre-cœur. Dans le hall. Mais je n'ai vu personne. » L'inspecteur Slack nota également cela, sans laisser transparaître la moindre émotion. Il se tourna vers Mademoiselle Marple. « Vous n'étiez pas présente au presbytère ce matin ?»« Non, répondit Mademoiselle Marple. J'étais chez moi, en train de tricoter. J'ai entendu l'horloge sonner 9 heures 2 fois. » L'inspecteur Slack cligna des yeux. « Vraiment ? » ?»« Oui, il fit une grimace. Les horloges font parfois ça. »« Parfois, acquiesça Mademoiselle Marple. L'inspecteur Slack referma son carnet d'un coup sec. « Eh bien, Madame Harper, nous aurons besoin de vous au commissariat plus tard. C'est juste une formalité. » Il se tourna à nouveau vers Mademoiselle Marple. « Entre vous et moi, cela semble assez simple. Une dispute, une contrariété, une occasion. Ça arrive tout le temps. »« Vraiment ?» dit Mademoiselle Marple d'un ton doux. Il haussa les épaules. « Les gens craquent, surtout les gens bien qui ont tout gardé pour eux. » Le visage de Madame Harper pâlit. L'inspecteur Slack prit congé d'un signe de tête et promit de rester en contact. Lorsque la porte se referma derrière lui, la pièce sembla pousser un soupir de soulagement. « Ils ont déjà pris leur décision, » murmura Madame Harper.
Ils ont pris une décision provisoire, dit mademoiselle Marple. Ce n'est pas la même chose. Les décisions provisoires ont tendance à changer lorsqu'on les pousse dans le bon sens. Madame Harper la regarda, impuissante. Je ne sais pas comment pousser quoi que ce soit. Mademoiselle Marple sourit. Non, c'est généralement mon domaine. Lorsque Madame Harper fut partie, raccompagnée chez elle par Madame Bantry, qui lui offrait sa sympathie avec un air autoritaire, Mademoiselle Marple resta assise un moment, les mains jointes, le regard vague. Elle repassa la matinée dans son esprit, non pas comme une succession d'événements, mais comme un schéma comportemental. La gentillesse de Madame Grafton, son offre, sa lettre, la tasse de thé qui vacillait, le bruit dans le couloir, encore une fois, la décence, comme une nappe en dentelle trop tendue. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. De l'autre côté de la ruelle, Madame Price Ridley était déjà en grande conversation avec Madame Selby, la tête penchée, la voix basse. Une théorie se formait là-bas, une théorie qui demandait peu d'efforts et offrait un soulagement considérable. Le village l'adopterait avec enthousiasme, comme toujours. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple se dirigea lentement vers le presbytère. La voiture de police était partie, mais la maison semblait encore chargée, comme si les troubles du matin avaient laissé des traces. La femme du vicaire l'accueillit, les yeux rougis et avec une hospitalité fragile. « Ils disent que c'était Madame Harper, » dit-elle aussitôt, comme si le fait de répéter ces mots les rendait vrais. Quel choc! On n'aurait jamais pensé cela, mais après tout, on ne connaît jamais vraiment les gens, n'est-ce pas? « Non, » répondit mademoiselle Marple, « on ne les connaît jamais, c'est pourquoi il faut rester vigilant. » Dans le bureau, les jonquilles commençaient à se faner. La théière avait été retirée, le plateau nettoyé. Seul le bureau était resté tel quel, à l'exception de l'absence du corps. Mademoiselle Marple s'en approcha lentement. Elle ne toucha à rien. Elle en avait rarement besoin. Son regard suivit les lignes de la pièce, l'ordre soigné, la légère éraflure près de la porte. Elle s'arrêta devant le bureau, regardant la page à moitié écrite. Une écriture soignée, des mots mesurés, rien qui suggère la violence. Et pourtant, pensa mademoiselle Marple, la violence arrive souvent sous des dehors courtois. Derrière elle, une planche du parquet grinça doucement. Elle ne se retourna pas immédiatement. Mademoiselle Marple resta immobile près du bureau, les yeux toujours fixés sur la page à moitié écrite, comme si les mots qui y figuraient étaient bien plus intéressants que la présence humaine derrière elle. La planche grinça à nouveau, un son apologétique, comme quelqu'un qui se racle la gorge dans un salon. Ce n'est qu'alors qu'elle se retourna. C'était le neveu du vicaire, Lionel Pritchard, debout dans l'embrasure de la porte, l'air respectueux et inquiet. C'était un jeune homme, peut-être la vingtaine bien avancée, soigneusement habillé, les cheveux peignés avec soin, qui donnait l'impression rassurante de quelqu'un qui n'élèverait jamais la voix en public. « Mademoiselle Marple, » dit-il en entrant, « tante Griselda m'a dit que vous étiez ici. Je me demandais si vous aviez besoin de quelque chose. »« Non, merci, monsieur Pritchard, » répondit mademoiselle Marple. « J'admirais simplement les habitudes ordonnées de madame Grafton. C'est tellement réconfortant, d'une certaine manière, quand les gens laissent les choses en ordre. » Son sourire se crispa légèrement, puis reprit. « Oui, elle était toujours si organisée. »« Tellement honnête, » dit mademoiselle Marple en laissant tomber le mot doucement. Lionel hocha légèrement la tête, comme s'il approuvait un sermon. « C'est extraordinaire, n'est-ce pas, qu'une chose pareille puisse arriver à une femme comme elle. » « Et pourtant, c'est arrivé, » murmura mademoiselle Marple. Ses yeux se déplacèrent, non pas vers son visage, mais vers ses mains. Elles étaient passe-propres, les ongles coupés. Un doigt portait une légère tache d'encre près de la cuticule, comme s'il avait récemment manipulé des papiers qu'il ne souhaitait pas voir remarqués. Elle se retourna vers le bureau. « Madame Grafton vous attendait-elle aujourd'hui ?» Il cligna des yeux. « Moi ? Non, je la connaissais à peine, en réalité. Seulement de vue. On ne... Eh bien, elle était plutôt réservée. » Mademoiselle Marple émit un petit signe d'assentiment, mais son regard se posa à nouveau sur les photos posées sur la cheminée. Les gens qui restaient discrets collectionnaient tout de même des visages, les disposaient dans des cadres. Rester discret était souvent une autre forme de mise en scène. Dans le hall, des voix s'élevèrent, celle de l'inspecteur Slack, vive et satisfaite, et celle du docteur Haydock, plus basse, sceptique. Ils entrèrent sans frapper, comme le font les hommes qui pensent que leur autorité les dispense de bonnes manières. Slack s'arrêta lorsqu'il vit mademoiselle Marple. « Ah, toujours là alors. On m'a invité à prendre le thé, » répondit mademoiselle Marple sereinement. «
J'ai du mal à refuser l'hospitalité, même dans ces circonstances. Slack grogna, puis s'adressa à Lionel. « Vous êtes le neveu, n'est-ce pas? Lionel Pritchard. Je vous ai parlé tout à l'heure. »« Oui, inspecteur. » Le ton de Lionel était empressé. « Je ferai tout ce que je peux. » Le visage de Slack s'illumina, rayonnant comme celui d'un homme dont la journée se déroulait comme prévu. « Vous pouvez répondre à quelques questions supplémentaires. Nous avons reçu des informations intéressantes. » Le docteur Haydock regarda Mademoiselle Marple en plissant légèrement les yeux, comme s'il soupçonnait qu'elle savait déjà ce que Slack allait annoncer triomphalement. Slack s'installa près du bureau, en prenant soin de ne pas le toucher. « Nous avons joint l'avocat de Madame Grafton. Il semble qu'elle ait récemment modifié son testament, la semaine dernière seulement. » L'expression de Lionel changea, un bref tressaillement, puis le calme revint. « Modifier son testament ? » ?»« Oui, » dit Slack, savourant sa réponse. « Elle a laissé une somme rondelette à l'église, bien sûr, très honorable, mais le reste, eh bien, ce n'est pas ce à quoi certaines personnes s'attendaient. » Les yeux de Mademoiselle Marple restèrent se fixer sur les mains de Lionel. Ses doigts s'étaient légèrement recroquevillés, comme pour se protéger d'un frisson soudain. « Et à quoi les gens s'attendaient-ils » demanda-t-elle doucement. Le regard de Slack se posa sur elle avec une légère irritation, comme on regarde un chat qui s'est immiscé dans une conversation sérieuse. « La famille s'attend généralement à quelque chose, n'est-ce pas ?» Lionel rougit. « Si vous voulez dire, inspecteur, je n'avais aucune attente. Absolument aucune. »« Bien sûr, » dit Slack d'un ton qui suggérait le contraire. « Nous verrons bien. Maintenant, à propos de cette lettre que Madame Grafton avait, nous l'avons trouvée. » L'esprit de Miss Marple, occupé à tricoter, fit clic la lettre. La peur de Madame Harper, l'offre faite avec une gentillesse tranchante comme une lame. Slack poursuivit. « Elle provient d'une banque londonienne. Elle concerne un compte au nom du mari de Madame Harper et un virement suffisamment important pour attirer l'attention. Daté de plusieurs mois. On dirait que quelqu'un transférait discrètement de l'argent. » Les yeux de Lionel se posèrent sur Mademoiselle Marple, puis se détournèrent, comme s'il venait de se rappeler qu'elle n'était pas simplement une vieille dame avec de la laine. Le docteur Haydock prit la parole, calme mais tendu. « Cela ne prouve pas que Madame Harper ait tué quelqu'un. » Slack haussa les épaules. « Non, mais cela donne un motif de dispute. Et nous avons autre chose. » Il tapota son carnet. Quelqu'un a vu Madame Harper quitter le presbytère à 9h15 et a entendu des voix s'élever. « Qui ?» demanda Mademoiselle Marple, toujours aussi douce. « Madame Price Ridley, » répondit Slack avec la satisfaction discrète d'avoir un témoin que le village trouverait respectable. Miss Marple esquissa un léger sourire. « Madame Price Ridley entend beaucoup de choses. » Slack fronça les sourcils. « Elle promenait son chien. »« Un chien très observateur, sans aucun doute, » murmura Miss Marple. Lionel s'éclaircit la gorge. « Inspecteur, vous ne sous-entendez tout de même pas que Madame Harper. »« Je sous-entends ce qui convient, » rétorqua Slack. Puis il se reprit, jetant un regard à Mademoiselle Marple, comme s'il se souvenait que la bienséance avait aussi ses témoins. « Nous en reparlerons au poste. En attendant, personne ne touche à cette pièce. » Il raccompagna Lionel d'un signe de tête sec et laissa le docteur Haydock derrière lui, les yeux fixés sur les jonquilles. « Elle se fane, » remarqua-t-il doucement, presque pour lui-même. « Oui, » dit Mademoiselle Marple, « les fleurs font cela quand l'air change. » Le docteur Haydock la regarda. « Slack est en train de monter un petit dossier bien ficelé. »« Les dossiers bien ficelés, » répondit Mademoiselle Marple, « sont très souvent montés pour rassurer. » Il l'observa, puis poussa un petit soupir. « À quoi pensez-vous, Jane ?» Mademoiselle Marple se retourna vers le bureau. La page à moitié écrite gisait là comme une porte poliment laissée entr'ouverte. Au bord du buvard, presque invisible à moins d'être habitué à remarquer ce que les gens essayaient de dissimuler, se trouvait une fine tache, qui pouvait être du thé, de l'encre ou le résidu d'un doigt essuyé, trop rapidement. « Je pense, » dit doucement Mademoiselle Marple, « que celui qui a fait cela comptait sur la décence, sur la réticence de chacun à imaginer la laideur dans une pièce respectable, et sur le désir du village de trouver un coupable qui ne soit pas tout à fait le genre de personne qu'il faut. » Le regard du docteur Haydock s'aiguisa. « Vous voulez dire Madame Harper ?» Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête. « Et je pense également qu'il y avait quelqu'un dans le couloir lorsqu'elle y est partie. » Comme pour lui répondre, la porte du bureau bougea légèrement, d'à peine quelques millimètres, alors que personne ne l'avait touchée. Mademoiselle Marple ne recula pas. Elle resta immobile, observant une ombre franchir le seuil avec la prudence de quelqu'un qui espère ne pas être vu.
L'ombre s'arrêta sur le seuil, comme si elle reconsidérait la sagesse de son geste. Mademoiselle Marple resta immobile, les mains jointes devant elle, les yeux baissés vers le bureau. Le docteur Haydock se retourna, brusquement. « Qui est là ?» demanda-t-il. La porte s'ouvrit alors complètement, révélant Madame Selby, dont l'expression était soigneusement neutre, comme celle de quelqu'un qui souhaite paraître serviable plutôt que curieux. « Oh, docteur Haydock, Mademoiselle Marple, je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger, je venais juste vous rapporter le vase. Madame Griselda m'a demandé. » Elle souleva légèrement les jonquilles, comme si la preuve de son innocence résidait dans les pétales. L'irritation du docteur Haydock s'apaisa. « Ce n'est pas grave, Madame Selby, nous avons terminé pour l'instant. » Mademoiselle Marple leva enfin les yeux, le regard bienveillant. « Vous avez le pied léger, Madame Selby. On vous entend à peine. » Madame Selby sourit, ne sachant trop si c'était un compliment. « J'ai toujours essayé de ne pas déranger. »« Cela se voit, » dit Mademoiselle Marple. Madame Selby posa le vase et se retira, son soulagement presque visible alors qu'elle quittait le bureau. Lorsque la porte se referma, le docteur Haydock poussa un soupir. « Cette maison est devenue un lieu de passage, dit-il. Tout le monde veut la voir. »« Les gens sont attirés par les fins, » répondit Mademoiselle Marple, « surtout lorsqu'elles semblent inachevées. » Ils quittèrent le bureau ensemble, le couloir résonnant faiblement derrière eux. Dehors, le village était devenu plus bruyant dans sa retenue. Les voix s'abaissèrent à leur passage. Les regards les suivirent, puis se détournèrent. À la porte, le docteur Haydock s'arrêta. « Jane, » dit-il doucement, « si vous avez quelque chose, n'importe quoi, vous devriez en parler à Slack. » Mademoiselle Marple lui sourit. « J'ai des impressions. L'inspecteur Slack préfère les faits. » Il acquiesça, résigné. « Soyez prudente. » Mademoiselle Marple le regarda s'éloigner, puis se tourna vers la ruelle. Elle ne rentra pas tout de suite chez elle. Au lieu de cela, elle marcha lentement, laissant le village s'organiser autour d'elle. À la porte de Madame Price Ridley, elle fut immédiatement interpellée. « Ma chère Mademoiselle Marple, » dit Madame Price Ridley d'une voix lourde de sens, « quelle terrible nouvelle. Et maintenant, la police est revenue. Je les ai vus moi-même. »« Oui, » répondit Mademoiselle Marple, « ils vont et viennent. » Madame Price Ridley se pencha vers elle. « Ils disent que tout s'est passé très vite. Une dispute. Pauvre Madame Harper, on pourrait presque avoir pitié d'elle. Mais bon, chacun doit assumer les conséquences de ses actes. »« C'est vrai, » acquiesça Mademoiselle Marple, « même si parfois on doit assumer les conséquences destinées à quelqu'un d'autre. » Madame Price Ridley cligna des yeux. « Je ne comprends pas très bien. »« Avez-vous clairement entendu les voix ce matin ?» demanda doucement Mademoiselle Marple. « Oui, très clairement. » Les yeux de Madame Price Ridley brillaient. Des voix aiguës, très dérangeantes en fait. « Et où vous trouviez-vous ?»« Près de la haie, avec Archibald. » Elle fit un signe de tête en direction du chien qui dormait au soleil. « Il est très sensible. »« J'en suis sûre, » dit Mademoiselle Marple. « Et vous avez vu Madame Harper partir ?»« Oui. » Elle était très agitée. Elle courait presque. « Avez-vous vu quelqu'un entrer après son départ ?» Madame Price Ridley hésita. « Non. Mais je ne regardais pas constamment. On a des tâches à accomplir. »« Bien sûr, » dit Mademoiselle Marple. « Merci. » Elle s'éloigna, laissant Madame Price Ridley légèrement insatisfaite. Lorsque Mademoiselle Marple arriva dans son salon, la lumière de l'après-midi avait changé, dessinant de longues lignes sur le tapis. Elle s'assit, croisa les mains et réfléchit. Les pas légers de Madame Selby, le doigt taché d'encre de Lionel Pritchard, la lettre, le bruit dans le hall, la décence, encore une fois, la bonne personne, la mauvaise. On frappa à la porte, plus hésitant cette fois. Mademoiselle Marple se leva et fit entrer Lionel Pritchard. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-il rapidement. « Je pensais que vous pourriez peut-être m'expliquer quelque chose. » Mademoiselle Marple lui fit signe d'entrer. Les explications sont plus faciles avec des chaises. Il s'assit, se perchant à nouveau, comme si le mobilier était jugé. L'inspecteur Slack a laissé entendre. Enfin, il a pratiquement dit que Madame Harper était responsable. C'est terrible. Elle a toujours été si nerveuse. On s'inquiète de ce que la pression peut faire. La pression révèle la forme, dit Mademoiselle Marple. Elle ne la crée pas. Lionel fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Mademoiselle Marple le regarda droit dans les yeux. Vous étiez au presbytère plus tôt que vous ne l'avez dit à l'inspecteur Slack. Il retint son souffle. Non. Vous y étiez, dit Mademoiselle Marple sans élever la voix. Vous étiez dans le hall lorsque Madame Harper est partie. Elle vous a entendu. Son visage pâlit, puis rougit.
Cela ne signifie pas... Cela signifie que vous ne vouliez pas être vu, dit doucement mademoiselle Marple, et que vous aviez une raison d'être là. Lionel serra les poings. Madame Grafton m'avait demandé de venir, à propos du testament. Elle voulait le modifier à nouveau. Elle disait avoir fait une erreur. Et vous étiez inquiet, dit mademoiselle Marple, parce que les erreurs, lorsqu'elles sont corrigées, sont gênantes. Elle était déraisonnable, s'écria-t-il. Elle parlait de décence, de remettre les choses en ordre, sans comprendre ce qu'elle détruisait. Elle n'avait pas le droit. Les droits, dit doucement mademoiselle Marple, sont souvent revendiqués avec le plus de véhémence par ceux qui craignent de perdre leur avantage. Il se leva brusquement. « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, répondit mademoiselle Marple. Je dis que la décence vous a servi de couverture. Elle vous a permis d'agir sans être vu ni entendu, car personne ne s'attend à ce qu'une personne qui semble si correcte puisse faire du mal. » Les épaules de Lionel s'affaissèrent. Elle s'est effondrée, dit-il d'une voix rauque. Elle était en vie quand j'ai quitté le bureau, je le jure. Mademoiselle Marple l'observa longuement. Alors, dit-elle, nous devons nous demander qui est arrivé après vous. Ses yeux s'écarquillèrent. Dehors, l'horloge de l'église sonna 4 heures, une seule fois, précisément. Mademoiselle Marple se leva. Merci de m'avoir dit la vérité que vous pouviez me dire aujourd'hui, monsieur Pritchard. Cela suffira pour l'instant. Alors qu'il s'en allait, bouleversé et pâle, mademoiselle Marple retourna s'asseoir. Le secret prenait enfin forme, non pas sous la forme d'une réponse, mais d'un schéma. Et les schémas, elle le savait, pouvaient être vérifiés. Mademoiselle Marple resta assise un moment après le départ de Lionel Pritchard, écoutant le calme revenir dans la pièce. Dehors, le village continuait à vaquer à ses occupations habituelles, avec une politesse feinte et forcée, comme si la routine pouvait servir de rideau. Quelque part, une bouilloire sifflait. Quelque part, un enfant riait et était fait taire. Le bruit de la vie ne cessait pas pour la mort. Il changeait simplement de ton. Lorsque mademoiselle Marple se leva enfin, elle le fit avec détermination. Au presbytère, Griselda Clément leva les yeux d'une pile de papier et d'une tasse de thé à moitié vide avec une gratitude lasse, comme si la présence même de mademoiselle Marple était une sorte d'ordre. « Jane, dit-elle, je suis si contente que vous soyez là. L'inspecteur Slack n'a cessé d'aller et venir, et tout le monde n'arrête pas de me demander si je vais bien, ce qui est la question la plus épuisante au monde. »« C'est vrai, acquiesça mademoiselle Marple, parce qu'il faut répondre poliment. » Griselda eut un petit rire sec. « Exactement. Vous êtes au courant. Ils sont tous convaincus que c'est la pauvre Clara Harper. Slack parle de mobile et d'opportunité. Il dit « simple » à sa manière, comme si la méchanceté devait être reconnaissante d'être comprise. « Les choses simples, dit mademoiselle Marple, sont rarement celles que les gens s'efforcent de rendre simples. » Les yeux de Griselda s'aiguisèrent. « Vous avez ce ton. »« Ce n'est que mon ton habituel, » répondit mademoiselle Marple. Elle demanda, d'un ton désinvolte, à revoir le bureau. Griselda hésita, puis haussa les épaules, car résister à mademoiselle Marple revenait un peu à résister au temps qu'il fait. Le bureau avait été rangé une nouvelle fois, mais pas parfaitement. Il y avait toujours une différence entre l'ordre qu'une personne mettait pour elle-même et celui mis par quelqu'un qui tenait à effacer une scène. Les jonquilles avaient été remplacées par de nouvelles, trop droites, comme si elles en faisaient trop. Le bureau était dégagé, à l'exception de quelques documents officiels, et le buvard était placé avec précision, presque agressivement centré. Mademoiselle Marple fit lentement le tour de la pièce, son regard parcourant les surfaces, avec la douce minutie de quelqu'un qui inspecte une dentelle à la recherche de défauts. « De quoi est-elle morte ?» demanda-t-elle. Griselda baissa la voix. Slack dit que c'est un empoisonnement. Quelque chose dans son thé. Ils ont trouvé des traces dans la tasse. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent immédiatement sur le plateau qui avait été replacé sur une table d'appoint. Encore 3 tasses. Encore des biscuits. La décence rétablie. « Quelle tasse ?» demanda mademoiselle Marple. Griselda la désigna. Celle-là, celle avec le motif floral. Miss Marple se pencha pour mieux voir. La tasse était propre à présent, mais pas entièrement. Une fine trace brune en forme de croissant subsistait à l'intérieur du bord, vestige du thé qui s'y trouvait avant que quelqu'un ne lave toute trace. L'esprit de mademoiselle Marple revint aux paroles de madame Harper. La tasse a vacillé, et je l'ai rattrapée. Une tasse qui vacille, murmura mademoiselle Marple, vacille généralement. Pour une raison. Griselda fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle l'a renversée ? Je pense qu'elle l'a stabilisée, dit mademoiselle Marple. Et cela signifie que le plateau n'a pas été posé calmement. Quelqu'un bougeait. Elle jeta un coup d'œil vers le tapis près de la porte. La légère éraflure était toujours là.
légèrement plus foncée que le tissage environnant. Et à côté, si petite qu'on aurait pu la prendre pour une peluche, se trouvait une graine pâle coincée dans le motif. Mademoiselle Marple se pencha lentement, avec la raideur prudente de l'âge qui se trouvait être également un excellent déguisement pour l'attention. Elle prit la graine entre son pouce et son index. Du sucre. Ce n'était pas inhabituel dans un presbytère. Sauf que le sucre de St. Mary Mead, lorsqu'il était renversé, était généralement balayé immédiatement. Les ménages comme celui-ci ne toléraient pas les petits désordres, et le sucre ne passait pas de la tasse au tapis sans qu'une main ne renverse le bol ou sans que les doigts de quelqu'un ne tremblent. Mademoiselle Marple se redressa. « Y avait-il du sucre sur le plateau ce matin » demanda-t-elle d'un ton léger. Griselda semblait incertaine. « Il y a toujours du sucre. Je n'ai pas remarqué. »« Personne ne remarque ce qui est à sa place, » dit mademoiselle Marple. « C'est l'avantage d'être à sa place. » Ils furent interrompus par des voix dans le hall. L'inspecteur Slack à nouveau, vif, accompagné du vicaire qui semblait poliment désemparé. Slack entra dans le bureau et s'arrêta à la vue de mademoiselle Marple, son expression mêlant tolérance et agacement. « Encore vous, dit-il. Mademoiselle Marple, ce n'est pas un cercle de tricot. »« Non, répondit mademoiselle Marple, mais il est surprenant de voir à quelle fréquence les gens se dévoilent dans des pièces comme celle-ci. » Slack pinça les lèvres. « Nous avons du nouveau. Le mari de madame Harper a admis qu'il avait des problèmes, des dettes. Il semble que madame Grafton ait menacé de le dénoncer à moins de quelque chose. C'est un motif suffisant. Les motifs sont souvent nombreux, dit mademoiselle Marple. Comme le sucre, il faut voir où il est tombé. Slack ignora cette remarque. Nous allons faire venir madame Harper pour une déposition officielle, et monsieur Pritchard aussi. Il a fouiné. Il veut en savoir plus sur le testament, d'après ce que j'ai entendu. Mademoiselle Marple posa son regard sur Slack. Lui avez-vous demandé où il se trouvait à 9h15 ? Slack ricana. Au presbytère, apparemment. Il est passé, tout à fait innocent. Les visites innocentes, dit doucement mademoiselle Marple, ne nécessitent généralement pas de se cacher dans les couloirs. Slack lui lança un regard noir. Vous lui avez parlé ? C'est lui qui m'a parlé, corrigea mademoiselle Marple. Les jeunes hommes font ça quand ils pensent que les vieilles dames sont inoffensives. Le visage de Slack se durcit. Mademoiselle Marple, si vous avez quelque chose, venez me voir. Ne bavardez pas avec les villageois. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Inspecteur, les villageois bavardent que je sois présente ou non. La seule différence, c'est que moi, j'écoute. Slack partit en claquant la porte. Griselda le regardant s'éloigner avec un mélange de soulagement et de ressentiment. Lorsque la porte se referma, mademoiselle Marple reporta son attention sur le plateau à thé. 3 tasses, l'une empoisonnée, l'autre vacillante, du sucre renversé, et toujours ce détail qui refusait de disparaître, le bruit dans le couloir. « Griselda, dit doucement mademoiselle Marple, qui dans cette maison prend son thé sans sucre ?» Griselda cligna des yeux. « Eh bien, madame Selby, je pense. Elle est très pointilleuse. » Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête. Les personnes pointilleuses étaient souvent prudentes. Les personnes prudentes laissaient moins de traces. Et lorsqu'elles en laissaient une, comme un grain de sucre coincé dans un tapis, cela avait de l'importance. Mademoiselle Marple laissa cette information décanter sans en faire état, comme on laisse le thé infuser correctement. Griselda l'observait avec un mélange d'espoir et de fatigue. « Jane, dit-elle en s'asseyant sur une chaise, on dirait que vous venez de vous souvenir de quelque chose d'important, ou que vous avez pris une décision terrible. »« Parfois, c'est la même chose, répondit mademoiselle Marple. Puis-je vous demander une petite faveur ?» Griselda se redressa aussitôt. « Tout ce que vous voulez. »« Pourriez-vous inviter quelques personnes à prendre le thé demain après-midi » dit mademoiselle Marple d'un ton léger. « Rien de formel, juste entre voisins. Madame Selby, bien sûr. Madame Price Ridley. Peut-être madame Bantry. L'inspecteur Slack aussi, si on arrive à le convaincre. Je pense qu'il déteste plus être exclu que d'être dérangé. » Griselda la regarda fixement. « Un goûter ? Après tout ce qui s'est passé ?» ?»« Oui, répondit mademoiselle Marple. Surtout après tout ce qui s'est passé. Les gens ne se dévoilent jamais autant que lorsqu'ils se sentent réconfortés. » Griselda esquissa un sourire réticent. « Très bien. Si cela tourne à la catastrophe, je vous en tiendrai responsable. »« Ce serait tout à fait juste, » répondit mademoiselle Marple. L'après-midi suivant se déroula avec la politesse prudente d'un rituel destiné à apaiser les esprits. Le salon du presbytère se remplit progressivement, les chaises grinçant doucement, les tasses de thé tintant,
les voix suffisamment basses pour exprimer la sympathie plutôt que l'excitation. Madame Selby arriva tôt, comme souvent, avec un plateau de scones soigneusement disposé. Elle portait une robe gris pâle et affichait une expression de calme serviable qui ne se reflétait pas tout à fait dans ses yeux. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'un supplément, » dit-elle en posant le plateau avec précision. « On ne sait jamais combien de personnes viendront. »« Tout à fait, » répondit mademoiselle Marple chaleureusement. « Il est toujours sage d'être préparé. » Madame Price Ridley arriva ensuite, essoufflée par l'anticipation qu'elle dissimulait sous une apparence d'inquiétude. Madame Bantry suivit, vive et déterminée. L'inspecteur Slack arriva en dernier, visiblement irrité, mais incapable de refuser une invitation qui ressemblait à une convocation. Le thé fut servi, les biscuits circulèrent, la pièce bourdonnait d'observations discrètes. Mademoiselle Marple s'assit légèrement à l'écart, son tricot reposant intact sur ses genoux. Elle écoutait. Au début, la conversation tournait autour de sujets sans risque, la météo, les affaires de l'église, de vagues expressions de choc. Puis, inévitablement, elle dériva. « C'est tellement horrible !» dit Madame Price Ridley en remuant inutilement son thé. « On ne peut tout simplement pas imaginer ce qui pousse une personne à commettre un acte aussi extrême. »« Non, » acquiesça doucement Madame Selby. « Cela nous amène à nous demander dans quelle mesure nous connaissons vraiment les gens. » L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. « Nous suivons les preuves, c'est ce qui compte. »« Les preuves ?» répéta doucement Mademoiselle Marple. « Elles peuvent être très obligeantes, n'est-ce pas ? Surtout lorsqu'elles nous indiquent la direction que nous souhaitons déjà prendre. » Slack lui lança un regard d'avertissement. Mademoiselle Marple se tourna vers Madame Selby. « Vous prenez votre thé sans sucre, n'est-ce pas ?» Madame Selby eut l'air légèrement surprise. « Oui, je n'ai jamais aimé ça. »« Quelle discipline » dit Mademoiselle Marple. « Je trouve le sucre tellement réconfortant. » Madame Selby sourit poliment. « Le réconfort peut être surestimé. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, certaines personnes préfèrent le contrôle. » L'atmosphère de la pièce changea de manière presque imperceptible. Madame Selby ajusta sa tasse sur la soucoupe avec un peu trop de précaution. Mademoiselle Marple poursuivit sur le ton de la conversation. « Madame Grafton aimait beaucoup offrir son aide, n'est-ce pas ? Des conseils, des solutions. » Madame Bantry soupira. Elle avait de bonnes intentions. « Bien sûr, dit Mademoiselle Marple, elle était honnête. » Le mot resta suspendu dans l'air. Les doigts de Madame Selby se crispèrent sur sa serviette. « Je crois comprendre, poursuivit Mademoiselle Marple, qu'elle s'intéressait depuis peu aux affaires des autres, surtout financières. » L'inspecteur Slack se pencha en avant. « Nous avons établi qu'elle était au courant des dettes de M. Harper. »« Et celles des autres, » dit Mademoiselle Marple. Madame Grafton était observatrice. Elle remarquait des choses que les gens croyaient invisibles. Les yeux de Madame Selby se posèrent brièvement sur la fenêtre, puis revinrent vers elle. La voix de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Cela peut être très inquiétant, n'est-ce pas, de réaliser que quelqu'un vous voit clairement et a l'intention d'être gentil à ce sujet. Madame Selby rit un peu trop vite. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. »« Je pense que vous comprenez très bien, » répondit Mademoiselle Marple avec gentillesse. « Vous étiez dans le hall hier matin, n'est-ce pas ?» Un silence s'installa, pas dramatique, mais dense. Le sourire de Madame Selby vacilla. « Je suis arrivé plus tard, pour aider Griselda. »« Non, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Vous êtes arrivé plus tôt, juste après le départ de Madame Harper. » L'inspecteur Slack se redressa. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mademoiselle Marple ne le regarda pas. Son regard resta fixé sur Madame Selby, doux mais inébranlable. « Vous avez entendu des voix s'élever. Vous avez hésité. Vous ne vouliez pas être vue. C'est pourquoi Madame Harper a entendu un bruit mais n'a vu personne. » Madame Selby ouvrit les lèvres, puis les referma. Elle pâlit. « Vous ne prenez pas de sucre, » poursuivit Mademoiselle Marple, « mais vous avez versé du thé. Et lorsque vous avez attrapé le bol, peut-être surprise par ce que vous aviez entendu, vous en avez renversé un peu sur le tapis. Juste un peu. » Les mains de Madame Selby se mirent à trembler. « Vous aviez des raisons d'avoir peur, » dit calmement Mademoiselle Marple. Madame Grafton avait remarqué des irrégularités. Des petites, des comptes qui ne tombaient pas tout à fait justes, des fonds caritatifs qui avaient été détournés. L'inspecteur Slack jura entre ses dents. « Elle vous a parlé de décence, » poursuivit Mademoiselle Marple, « de corriger ses erreurs, de faire ce qui est juste. Elle voulait être généreuse. Mais la générosité, lorsqu'elle menace de révéler un secret, peut être perçue comme de la cruauté. » Madame Selby respirait rapidement. « Elle allait me ruiner, » murmura-t-elle. Tout cela d'une voix calme,
comme si elle me rendait service. « Et vous, dit mademoiselle Marple, avez mis quelque chose dans son thé. » Madame Selby secoua violemment la tête. « Je ne voulais pas la tuer, seulement lui faire peur, la rendre malade, suffisamment pour qu'elle arrête. J'ai mal jugé. » L'inspecteur Slack était déjà debout. Madame Selby s'effondra dans son fauteuil, perdant enfin son sang-froid. « Je voulais seulement que tout reste en ordre, » sanglota-t-elle. « J'ai travaillé si dur pour être respectable. » Mademoiselle Marple la regarda avec une infinie tristesse. « Oui, » dit-elle doucement, « et c'est pourquoi personne ne vous a soupçonné. » L'horloge sur la cheminée sonna 4 heures, clairement et distinctement. Personne ne bougea immédiatement. Les sanglots de Madame Selby semblaient avoir vidé la pièce de tout bruit, laissant derrière eux un silence étrange, épais, presque velouté. L'inspecteur Slack se tenait raide, une main à demi levée, comme s'il ne savait pas s'il devait la réconforter, la retenir, ou simplement reprendre son autorité. Madame Bantry fixait le tapis avec une expression qui suggérait une trahison des lois de la probabilité. Madame Price. Ridley semblait légèrement mal à l'aise, comme si la décence elle-même venait d'être frappée devant elle. Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle ne le faisait jamais dans de tels moments. Elle savait que les aveux étaient rarement la fin de quoi que ce soit. Ils ne faisaient que desserrer un nœud dont les fils devaient encore être identifiés. L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. « Madame Selby, dit-il en s'efforçant de garder une voix ferme, vous allez me suivre. » Madame Selby leva les yeux, le regard vitreux, son élégance habituelle complètement effacée. « Je ne l'avais pas prévu, répéta-t-elle impuissante. Je ne savais même pas combien j'en avais utilisé. Elle l'a bu si vite. Elle était déjà bouleversée. J'ai pensé... »« Vous pourrez vous expliquer plus tard, » dit sèchement Slack. Alors qu'il s'approchait d'elle, mademoiselle Marple prit enfin la parole. « Inspecteur, dit-elle doucement, il y a encore quelque chose qu'il serait bon de dire à haute voix. Pour le bien de tous. » Slack hésita. Il n'aimait pas être interrompu au moment de triompher. Mais il aimait encore moins avoir tort par la suite. « Très bien, dit-il sèchement. Mais soyez brève. » Mademoiselle Marple inclina la tête, comme si elle acceptait une courtoisie plutôt qu'une concession. « Madame Selby, dit-elle en se tournant vers la femme, vous êtes arrivée après le départ de Madame Harper. Vous avez entendu la fin de la conversation entre Madame Grafton et Madame Harper ?» Madame Selby acquiesça tristement. « Oui, Madame Grafton parlait d'argent, d'aide. J'ai alors compris qu'elle allait me faire la même chose. »« Vous êtes allée dans le bureau, poursuivit Mademoiselle Marple, et vous avez versé le thé ?»« Oui. »« Et le poison ?»« Dans mon sac à main, murmura Madame Selby. Quelque chose pour mes migraines. J'avais lu des articles à ce sujet. Je pensais... »« Vous pensiez pouvoir contrôler la dose ?» dit doucement Mademoiselle Marple. « Parce que vous êtes une personne prudente. » Madame Selby eut un petit rire brisé. « Je suis toujours prudente. »« Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple, « sauf quand vous avez peur. » Elle se tourna légèrement, s'adressant maintenant à toute la pièce. Madame Harper s'est disputée avec Madame Grafton et est partie bouleversée. C'était sincère. Elle craignait que son mari ne soit démasqué, et elle craignait sa propre colère. Elle a eu la chance de partir avant que le mal ne soit fait. Madame Bantry leva brusquement les yeux. Donc tout ça, le fait qu'elle ait craqué, c'était pratique, dit Mademoiselle Marple. Pour le village et pour l'enquête, une femme nerveuse qui a des problèmes d'argent est un excellent moyen d'arrêter les recherches. L'inspecteur Slack se déplaça, mal à l'aise. « Et Monsieur Pritchard ?» osa Madame Price Ridley, la voix tremblante à force d'essayer de participer. « Il est venu plus tôt, » dit Mademoiselle Marple, « pour discuter du testament. Il a laissé Madame Grafton en vie, mais bouleversée. Sa présence explique la tension dans la pièce. Elle explique pourquoi le plateau à thé était déplacé. Mais elle n'explique pas le poison. » Slack grogna. « Je vais vouloir reprendre sa déposition. »« Je m'en doute, » dit Mademoiselle Marple. Elle se dirigea lentement vers la petite table où se trouvait encore le plateau à thé, dont la symétrie soignée semblait désormais légèrement absurde. Elle toucha le sucrier une seule fois. « Madame Selby ne prend pas de sucre, » dit Mademoiselle Marple. Mais Madame Grafton en prenait. Lorsque Madame Selby a versé le thé, ses mains tremblaient déjà. Elle a renversé du sucre. C'est un détail insignifiant. Mais les détails insignifiants ont leur importance. Madame Selby enfouit son visage dans ses mains. « Je voulais que ça s'arrête, » sanglota-t-elle. « Je voulais qu'elle arrête de me regarder comme ça, comme si elle était meilleure, comme si elle pouvait se permettre d'être miséricordieuse. » La voix de Mademoiselle Marple était très calme. Madame Grafton croyait en la décence. Elle croyait que cela lui donnait le droit d'intervenir. Elle ne voyait pas que l'intervention pouvait être une forme de violence. Personne ne la contredit.
L'inspecteur Slack prit une longue inspiration. « Très bien, dit-il. Nous allons emmener Madame Selby. Déclaration officielle. Le reste viendra tout seul. » Il se remit en marche, et cette fois, personne ne l'arrêta. Madame Selby se laissa conduire hors de la pièce, son calme initial ayant complètement disparu, remplacé par une sorte de soulagement étourdi. Lorsque la porte se referma derrière eux, le salon sembla étrangement vide. Madame Bantry fut la première à prendre la parole. « Eh bien, dit-elle faiblement, je ne l'aurais jamais soupçonné. »« Non, dit mademoiselle Marple, c'était justement le but. » Madame Price Ridley s'essuya les yeux. Elle était toujours si serviable. « Oui, répondit mademoiselle Marple, la serviabilité peut être un camouflage très efficace. » Les autres prirent congé les uns, après les autres, désormais subjugués, privés de leur appétit pour les commérages. Le thé refroidit, les biscuits restèrent intacts. Finalement, seules mademoiselle Marple et Griselda restèrent. Griselda s'effondra dans un fauteuil. « Jane, dit-elle, j'ai l'impression que la maison elle-même m'a menti. »« Les maisons disent la vérité, dit mademoiselle Marple. Ce sont les gens qui décident ce qu'ils veulent entendre. » Griselda la regarda, épuisée. « Vous saviez, avant qu'elle n'avoue. »« Je m'en doutais, dit mademoiselle Marple. La certitude vient plus tard, quand tout s'aligne sans forcer. » Griselda acquiesça lentement. « Et madame Grafton ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la fenêtre, sur le jardin au-delà, où la lumière du soir adoucissait tout ce qu'elle touchait. Madame Grafton croyait qu'être honnête la mettait en sécurité. Il ne lui est pas venu à l'esprit que cela pouvait la rendre dangereuse. L'horloge sonna 5 heures. Mademoiselle Marple se leva en lissant son cardigan. « L'inspecteur Slack voudra un compte-rendu final, dit-elle. Il le fait toujours. »« Oui, murmura Griselda. Bien sûr. » Mademoiselle Marple s'arrêta à la porte. « Il y a encore une chose, ajouta-t-elle. Madame Selby n'avait pas l'intention de tuer. Mais l'intention n'atténue pas les conséquences. » Griselda déglutit. « Non. » Dehors, le village attendait, désormais calme, assagi, ses théories se réorganisant une fois de plus. Mademoiselle Marple rentra seule chez elle, le puzzle enfin complet, même si sa signification finale n'avait pas encore été exprimée à haute voix. Mademoiselle Marple avait atteint le virage de la ruelle où la haie d'ifs s'abaissait légèrement lorsqu'elle entendit son nom. Mademoiselle Marple. L'inspecteur Slack marchait à grands pas vers elle, son chapeau à la main plutôt que sur la tête, son énergique vivacité de tout à l'heure ayant fait place à une attitude plus réfléchie. Le village derrière lui semblait déjà différent, moins alerte, plus calme, comme un public après la tombée du rideau, encore en train d'assimiler ce qu'il venait d'applaudir. Miss Marple s'arrêta et se retourna, attendant avec la courtoisie patiente de quelqu'un qui savait qu'on ne la presserait pas. « Je pensais vous rattraper avant que vous ne rentriez chez vous, » dit Slack. « Il reste quelques détails à régler. »« Il y en a toujours, » répondit mademoiselle Marple. « Les schémas sont ordonnés, les gens ne le sont pas. » Slack eut un petit rire sans humour. « Vous avez tout compris très tôt. Ne le niez pas. »« Je m'en doutais, » dit mademoiselle Marple. « Percer à jour les choses est rarement spectaculaire. Il s'agit surtout de remarquer ce que les autres préfèrent ignorer. » Ils marchèrent ensemble quelques pas, le gravier craquant sous leurs pas dans un rythme convivial. « Je n'aime pas être mené, » dit Slack brusquement, « surtout par des gens qui ne me disent pas tout. »« Je vous ai dit ce qui serait utile quand cela était utile, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux. « Vous aviez une affaire à monter. J'avais une vérité à vérifier. » Slack s'arrêta de marcher. « Vous voulez dire le thé. »« Et le sucre, » dit mademoiselle Marple. « Et le bruit dans le couloir. Et l'aide particulière de madame Selby. » Slack expira lentement. Elle a avoué sans détour. Mais il y a quelque chose qui me tracasse. « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Madame Grafton. » Slack acquiesça. Elle ne méritait pas ça. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. Le mérite n'a pas grand-chose à voir avec la plupart des fins. Ils reprirent leur marche. Madame Grafton, poursuivit mademoiselle Marple, n'était pas cruelle, mais elle était sûre d'elle, sûre de savoir ce qui était bon pour les autres, sûre que sa gentillesse serait perçue comme telle. Elle essayait d'aider, dit Slack. Oui, acquiesça mademoiselle Marple. Et l'aide, lorsqu'elle est offerte sans consentement, peut être perçue comme une menace, surtout pour quelqu'un qui a bâti sa vie sur une apparence respectable. Slack resta silencieux. Elle remarquait des choses, poursuivit mademoiselle Marple, des contes, des schémas. Elle présentait ses connaissances comme de la générosité. Laissez-moi vous faciliter la tâche. Mais ce qu'elle disait en réalité, c'était « je vous vois ». Et être vu peut être intolérable. Ils étaient arrivés devant le portail de mademoiselle Marple. Elle posa la main dessus, mais ne l'ouvrit pas tout de suite.
Madame Harper, dit lentement Slack, était un cadeau, de notre point de vue. Oui, dit mademoiselle Marple, anxieuse, en difficulté financière, émotive. Le village pouvait facilement projeter ses peurs sur elle. Et Madame Selby, ajouta Slack, était le genre de personne que personne ne remet en question. Le bon genre de personne, dit mademoiselle Marple, décente, serviable, invisible dans son utilité. Slack grimaça. Nous cherchons le danger au mauvais endroit. Nous le cherchons là où cela nous met à l'aise, répondit mademoiselle Marple. C'est pourquoi la décence peut être trompeuse. Elle nous rassure jusqu'à nous rendre aveugles. Slack l'observa. Vous l'avez testé. Oui, dit mademoiselle Marple. Je lui ai offert gentillesse et certitude dans la même pièce. Elle n'a pas pu supporter les deux. Elle a craqué, dit Slack doucement. Mademoiselle Marple acquiesça. C'est ce qui arrive aux personnes prudentes quand elles perdent le contrôle. Slack remit son chapeau. Je rédigerai mon rapport ce soir. Il sera très complet. J'en suis sûr, dit mademoiselle Marple. Il hésita. Vous savez que le village s'en remettra. C'est toujours le cas. Demain, ils parleront de madame Selby comme si elle avait toujours été un peu bizarre. Oui, dit mademoiselle Marple. L'équilibre a tendance à se rétablir, avec quelques ajustements. Slack souleva son chapeau. Bon après-midi, mademoiselle Marple. Bonjour, inspecteur. Elle le regarda s'éloigner, puis ouvrit son portail et entra dans son jardin. Cette vue familière, les parterres, bien entretenus, les plantes hivernantes, le bain d'oiseaux, l'apaisait plus que le thé ne pourrait jamais le faire. Elle se déplaçait lentement, consciente de la façon dont la lumière de l'après-midi modifiait les couleurs et les ombres, rendant tout plus agréable qu'il ne l'était en réalité. À l'intérieur, elle s'assit à nouveau près de la fenêtre et reprit son tricot là où elle l'avait laissé le matin même. La laine bleu pâle glissait entre ses doigts, régulière, prévisible. Elle pensa à madame Grafton, assise bien droite à son bureau, à madame Selby, mesurant chacun de ses gestes, à madame Harper, écrasée par la peur et sauvée uniquement par le hasard, à Lionel Pritchard, indigné par la correction, au village lui-même, avide de réconfort. La décence, réfléchit mademoiselle Marple, était souvent considérée comme une preuve de vertu, mais la vertu n'était pas une qualité superficielle. C'était quelque chose qui ne se révélait que lorsque le confort disparaissait. Dehors, madame Price Ridley passait, marchant d'un pas vif, l'expression presque soulagée. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre de mademoiselle Marple, hésita, puis fit un signe de la main. Mademoiselle Marple leva la main en retour. La vie continuerait, comme toujours. Le village absorberait le choc, l'enregistrerait dans sa mémoire et ajusterait ses limites juste assez pour se sentir à nouveau en sécurité. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. La vérité avait été dite à haute voix. C'était important. Les mots, une fois prononcés, avaient du poids. Ils persistaient, même lorsque les gens faisaient semblant de ne plus les entendre. Elle fit une pause, leva son aiguille et regarda à nouveau la ruelle. Elle savait qu'il restait encore un dernier règlement de compte à venir, non pas avec la loi, mais avec le sens. Mademoiselle Marple posa son tricot alors que la lumière changeait, dessinant une fine bande dorée sur le tapis. Le soir avait le don de clarifier les choses. Le village s'adoucissait à cette heure-là, ses jugements sévères émoussés par l'habitude et la faim, ses certitudes rangées avec les tasses gâtées et les bonnes intentions. On frappa à nouveau à la porte, plus légèrement cette fois, avec hésitation. C'était Griselda Clément, le chapeau de travers, le visage marqué par le soulagement épuisé de quelqu'un qui avait accueilli à la fois une tragédie et un thé entre les mêmes murs. « J'espère que je ne vous dérange pas, dit-elle. « Pas du tout, répondit mademoiselle Marple. Les perturbations sont devenues plutôt à la mode. » Griselda esquissa un sourire pâle et s'assit. Pendant un moment, elle ne dit rien, se contentant de regarder la pièce bien rangée comme si elle la comparait au presbytère, au souvenir du bureau avec ses jonquilles et ses silences. « Je ne cesse de penser, dit-elle finalement, que si madame Grafton avait été un peu moins correcte, elle serait peut-être encore en vie. » Mademoiselle Marple acquiesça. « C'est possible. Ou alors, elle aurait simplement choisi un autre danger. » Griselda croisa les mains. Elle pensait vraiment faire le bien. J'en suis convaincue. « Oui, dit mademoiselle Marple. C'est ce qui rend l'affaire si difficile à examiner. » Griselda la regarda d'un air sévère. « Vous ne l'absolvez pas. »« Non, répondit mademoiselle Marple, mais je ne la condamne pas non plus. J'essaie seulement de comprendre. » Elle versa le thé, l'habitude reprenant le dessus même maintenant, et tendit une tasse. Griselda la prit avec gratitude. « Madame Selby a dit quelque chose avant qu'on l'emmène, dit Griselda.
Elle a dit qu'elle avait l'impression que Madame Grafton l'observait depuis des années, comme si le village lui-même avait des yeux. La bouche de mademoiselle Marple se crispa légèrement. Les villages ont effectivement des yeux. C'est pourquoi certaines personnes s'efforcent tant de paraître inoffensives. Griselda frissonna, et nous les récompensons pour cela. Oui, elle but en silence pendant un moment. J'ai parlé à Madame Harper cet après-midi, dit Griselda. Elle est bouleversée, mais soulagée. Elle a dit qu'elle avait honte d'avoir eu si peur. La peur, dit mademoiselle Marple, est souvent confondue avec la culpabilité, surtout par ceux qui n'ont jamais eu peur d'être démasqués. Griselda baissa les yeux vers sa tasse. Pensez-vous que le village en tirera des leçons? Mademoiselle Marple réfléchit. Il apprendra ce qu'il peut supporter, ce qui n'est pas toujours beaucoup. Griselda soupira. L'inspecteur Slack dit que l'affaire sera classée sans suite. J'en suis sûr, dit mademoiselle Marple. La clarté est sa conclusion préférée. Une fois Griselda partie, mademoiselle Marple retourna à sa fenêtre. La ruelle était calme à présent. Les lampadaires commençaient à briller de cette assurance modeste propre aux soirées anglaises. Quelque part, une radio jouait faiblement. Une porte se ferma, une autre s'ouvrit. Elle repensa à madame Selby, à la façon dont elle avait disposé ses scones avec tant de soin, à la fierté qu'elle tirait d'être utile, discrète, digne de confiance, à la façon dont cette confiance avait fonctionné comme un manteau. Elle repensa à la lettre de madame Grafton, à son langage mesuré, à son postulat selon lequel la clarté était synonyme de gentillesse. Et elle repensa à madame Harper, tremblant sous un fardeau qui ne lui incombait pas. La décence, réfléchit-elle, était un accord social. Elle disait « Je ne te regarderai pas de trop près si tu fais de même pour moi ». Cela fonctionnait remarquablement bien, jusqu'à ce que quelqu'un rompe le pacte en voyant trop. L'horloge sonna 7 heures. Il y eut encore une visite avant que la nuit ne tombe complètement. Lionel Pritchard se tenait à la porte, le visage tiré, sa confiance d'autrefois ayant complètement disparu. Mademoiselle Marple le fit entrer sans commentaire. « Je voulais vous remercier, dit-il maladroitement, une fois assis, de ne pas en avoir dit plus que vous ne l'avez fait. Vous en avez dit assez tout seul, répondit mademoiselle Marple. Il acquiesça. L'inspecteur Slack m'a reparlé. À propos du testament, à propos de madame Grafton, je suppose que j'étais en colère contre elle. Oui, dit mademoiselle Marple. Mais la colère n'est pas la même chose que la violence. Non, admit-il, même si cela peut sembler justifié. Il se leva, agité. Elle allait changer les choses. Pour tout le monde, elle avait cette façon de décider ce qui était juste. Les gens qui se croient justes, dit doucement mademoiselle Marple, sont souvent persuadés qu'ils ne peuvent pas être cruels. Lionel la regarda. Pensez-vous qu'elle le méritait? Le regard de mademoiselle Marple ne vacilla pas. Personne ne mérite d'être tué pour avoir essayé d'être bon, mais la bonté qui refuse d'écouter peut causer de terribles dommages. Il réfléchit à cela, puis acquiesça d'un signe de tête, comme pour le graver dans sa mémoire. Après son départ, mademoiselle Marple s'assit à nouveau près de la fenêtre, son tricot désormais intact. Le village s'étendait devant elle, à nouveau entier, ses fractures déjà en train de s'estomper. Demain, elle le savait, les ragots s'adouciraient pour laisser place à un réconfort moral. Madame Selby deviendrait une anomalie. Madame Grafton, un exemple édifiant raconté avec bienveillance. Madame Harper serait pardonnée, à terme, pour avoir effrayé tout le monde en étant trop proche du coupable. Et St. Mary Mead continuerait à privilégier la décence plutôt que la vérité, car la décence demandait si peu. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Il ne restait plus qu'une chose à faire, laisser le village trouver sa conclusion et garder pour elle la vérité plus discrète. Le matin revint à St. Mary Mead, avec une douceur habituelle. La lumière du soleil se posait délicatement sur les haies, comme si rien de déplacé ne les avait jamais perturbés. Les rideaux étaient tirés, les bouteilles de lait tintaient. Le village reprenait son attitude familière d'innocence avec une diligence qui frôlait la révérence. Mademoiselle Marple observait tout cela depuis sa fenêtre, les mains jointes, son tricot intact à côté d'elle. Il n'y aurait plus de visiteurs aujourd'hui. Cela aussi faisait partie du schéma habituel. Une fois l'explication fournie, l'intérêt s'estompa. Comprendre était épuisant. Rassurer ne l'était pas. Au bout de la ruelle, Madame Price Ridley repassa, cette fois-ci bras dessus, bras dessous avec Madame Bantry. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre, leur conversation animée mais désormais adoucie, n'était plus acerbe et accusatrice, mais arrondie par des commentaires moraux. « C'est vraiment dommage »,
dit distinctement Madame Price Ridley, « mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière des portes closes. » Madame Bantry murmura son accord et elles s'éloignèrent, révisant déjà leurs souvenirs pour les rendre plus confortables. Mademoiselle Marple se détourna de la fenêtre. Elle pensa à Madame Selby, assise seule dans une pièce vide quelque part, enfin dépouillée des apparences soignées qui la protégeaient. Elle pensa au soulagement et à la terreur qui doivent coexister lorsque le masque tombe. À quel point cela devait être épuisant d'être enfin vu, et à quel point cela pouvait être destructeur pour quelqu'un qui avait construit sa vie en passant inaperçu. Elle pensa à Madame Grafton, dont l'écriture soignée et la certitude tranquille semblaient si rassurantes, qui croyait sincèrement que la décence était un bouclier plutôt qu'une arme, qui n'avait jamais imaginé que son calme et sa lucidité pouvaient être perçus comme une exposition pour quelqu'un qui cherchait désespérément à rester intact. Et elle pensa à elle-même. Mademoiselle Marple avait passé sa vie à observer, à écouter, à comprendre des schémas que les autres prenaient pour des habitudes inoffensives. Elle savait mieux que quiconque que les gens commettaient rarement leurs pires actes dans des moments de passion. Ils le faisaient lorsqu'ils étaient effrayés, acculés et convaincus de leur propre droiture. On frappa à la porte. L'inspecteur Slack se tenait là, le chapeau déjà à la main, l'air sombre mais résolu. « Je voulais vous dire, dit-il, que c'est terminé. La déclaration de Madame Selby est complète. La toxicologie l'a confirmée. Elle sera inculpée. »« Oui, dit Mademoiselle Marple. Merci de m'en informer. » Il hésita. « Le village, eh bien, il se remet déjà. »« Bien sûr, répondit Mademoiselle Marple. Les villages sont très doués pour ça. » Slack changea de position. « Je n'aime pas la facilité avec laquelle nous avons failli nous tromper. »« Non, dit Mademoiselle Marple, mais vous avez corrigé l'erreur. C'est déjà ça. » Il l'observa. « Vous ne semblez pas satisfaite. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « La justice est nécessaire. La satisfaction est facultative. » Slack acquiesça, acceptant cette réponse sans la comprendre pleinement. « Bonne journée, Mademoiselle Marple. »« Bonne journée, inspecteur. » Une fois qu'il fut parti, Mademoiselle Marple retourna s'asseoir et reprit enfin son tricot. La laine bleu pâle glissa à nouveau entre ses doigts, le motif reprenant là où il s'était arrêté, jamais interrompu, simplement en attente. Dehors, un enfant riait librement. Quelque part, une radio diffusait de la musique. La vie continuait, réorganisée mais intacte. Et pourtant, les aiguilles de Mademoiselle Marple ralentirent. Ce qui restait, elle le savait, ce n'était pas le crime, ni même sa résolution, mais ses résidus. La conscience tranquille que la décence, si chère, si fiable, pouvait dissimuler autant qu'elle révélait, que la gentillesse offerte sans humilité pouvait blesser plus profondément que la cruauté. Qu'être vu, vraiment vu, était à la fois un cadeau et un danger. Le village se souviendrait de cette histoire de manière sélective. Il se dirait que Madame Selby avait toujours été différente, que Madame Grafton avait été malheureuse, que l'ordre avait été rétabli. Seule Mademoiselle Marple se souviendrait de la vérité plus subtile, que rien n'avait été rétabli, seulement réorganisé. Que les mêmes pulsions vivaient toujours tranquillement derrière les haies et les sourires polis. Que l'équilibre n'était jamais l'innocence, mais simplement l'équilibre. Elle termina le rang, noua la laine et mit le tricot de côté. Dehors, l'horloge de l'église sonna midi, une fois, précisément. Mademoiselle Marple leva les yeux, satisfaite. Elle se leva, alla à la fenêtre et regarda St. Mary Mead continuer à vivre, intact, décent et délicatement inachevé. Certaines vérités, songea-t-elle, n'étaient-elles pas destinées à troubler la majorité. Elles devaient seulement être conservées précieusement par les quelques personnes qui comprenaient leur importance. Elle se détourna, ferma doucement le rideau et laissa le village retrouver sa paix.